Amitalia et les rencontres de Crans-Montana présentent, dimanche 14 mars 2021, Florence et la Galerie des Offices. Dans le cadre d'un cycle en 4 parties dédié à la Renaissance italienne, avec à chaque fois une introduction de Christophe Floubacher. En ces temps de pandémie où la culture est en retrait et où il est particulièrement difficile de voyager à la rencontre des trésors artistiques de l'Italie, voici un document exceptionnel qui vous fera arpenter les rues de Florence aux 1000 splendeurs architecturales, entrer dans des palais ornés de fresques peintes à la feuille d'or et visiter enfin le plus beau musée du monde, la Galerie des Offices, ses 8000 mètres carrés de surface, où l'histoire de l'art européen a pris ses quartiers. En guise de préambule, je vous propose de visiter avec moi quelques tableaux de la galerie, parmi les plus représentatifs et les plus intéressants, qui tous recèlent une particularité qui les rend d'autant plus intéressants et attachants. Alors, belle visite. Voici tout d'abord de Duccio di Buoninsegna, né en 1255 et mort en 1319, la Madone Rucellai de 1285, tempéra sur panneau de 450 sur 290 cm. Tout ici dans cette maesta rappelle l'art byzantin, le fond doré, la disproportion anatomique des personnages, la Vierge étant plus grande que tous les autres figurants. Il faut savoir qu'au XIIIe siècle, en effet, la Vierge prend de plus en plus d'importance, au point de supplanter le Christ lui-même. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que la Vierge est humaine. C'est une maman qui a connu la souffrance, qui a perdu son fils, qui est donc plus proche de nous, plus accessible et susceptible de mieux entendre la prière des hommes et leurs requêtes. Particularité de la composition, la perspective isométrique du trône au siège Marie, c'est-à-dire que les 3 dimensions longueur, largeur et profondeur sont traitées de manière égale, sans point de fuite. Autrement dit, la partie arrière du trône ne subit pas le ratatinement ou raccourcissement qu'impose le point de fuite, sitôt que l'on présente les choses en profondeur. Rappelons que nous sommes au 200 et qu'il faudra attendre le 400 et Brunelleschi, puis le 500 de Vasari et sa célèbre formule « La perspective, c'est un trou dans le mur ». Voici à présent de Piero della Francesca, né entre 1412 et 1420, mort en 1492, le triomphe de la chasteté, peint en 1465 environ, une température bois de 33 sur 47 cm. Le tableau présente un couple qui se fait face, et l'on est en droit de se demander ce qu'ils peuvent bien penser ou sous-entendre. Peut-être qu'ils se disent qu'ils sont unis par le mariage, mais distants l'un de l'autre par la composition en forme de diptyque. Toutefois, le paysage à l'arrière-plan est continu et, de fait, les réunit. Le paysage derrière moi semble aride et monotone, se dit madame. Le paysage derrière moi évoque les voyages, l'aventure, se dit monsieur. Moi, duc d'Urbino, Frédéric III de Montefeltro, je me profile devant un paysage de rêve
et je vous présente de même le meilleur de mon visage, mon profil gauche, parce que mon œil droit est borgne. Si le paysage à l'arrière-plan est aride et monotone, c'est parce que moi, Battista Sforza, eh bien je vais mourir. Je vais mourir à 26 ans, l'année même où ce tableau a été peint. Aussi la nature semble-t-elle porter mon deuil. Voyez comme je suis pâle. Vie et mort. Ce tableau est peut-être une œuvre commémorative, l'éloge d'un amant pour sa femme trop tôt disparue. Voici maintenant de Léonard de Vinci, 1452-1519, l'Annonciation peint vers 1472, une huile sur panneau de 98 cm de haut sur 217 cm de large. On constate que les lignes perspectives ne culminent pas en un point de fuite situé vers Marie, mais bien plutôt au centre du tableau, vers une montagne à l'arrière-plan du paysage. Cette ouverture, à travers cette fenêtre, est non seulement prisée de Léonard et des peintres de la Renaissance italienne en général, mais elle a en outre une fonction symbolique et spirituelle, incarnée par la montagne. Pour certains, en effet, il pourrait s'agir d'une représentation du mont Sinaï. Or, le Sinaï est le séjour de Dieu. De fait, Dieu marquerait ici sa présence symbolique et discrète. Pour certains, il pourrait tout aussi bien s'agir du mont des Oliviers, là où le Christ sera arrêté. Comme si même la bonne nouvelle de l'avènement prochain du Messie devait s'accompagner de son destin tragique. Voici à présent l'un des tableaux les plus fameux de la Galerie des Offices de Sandro Botticelli, 1445-1510, Le Printemps, exécuté autour de 1482, une tempéra sur panneau de 203 sur 314 cm. Le thème central est le printemps. Or, la théorie des 4 humeurs associe le printemps à l'humeur sanguine, à l'air, au zéphyr, à la déesse Vénus, au matin, à la jeunesse, à la naissance de l'amour et de la fertilité. On aperçoit les 3 grâces, une Vénus fertile et Cupidon. Ce célèbre tableau jouit d'une double interprétation complémentaire. La première a trait au cycle des saisons, et sa lecture va de gauche vers la droite. Il y a tout d'abord, avec son caducée, Mercure qui empêche le retour de l'hiver. Puis le printemps, où les 3 grâces, la beauté, la vertu et la fidélité. Associés aux arts majeurs, les grâces symbolisent aussi la peinture, la sculpture et l'architecture. Voici Flore, ou l'été.
Voici Chloris ou l'automne. Et enfin Austère, l'hiver qui revient. On a donc un cycle des saisons et de la vie pour une lecture de gauche à droite du tableau. La deuxième interprétation est une allégorie de l'amour et de la fertilité. La lecture se fera cette fois de la droite vers la gauche. Voici Zéphyr, dieu du vent, qui souffle sur la bouche de Chloris, lui causant un trouble visible, prélude à la naissance du désir et de l'amour. Zéphyr aime Chloris, l'épouse, et lui offre l'empire des fleurs. Chloris devient alors Flore, déesse des fleurs. La fertilité de Vénus confirme la lecture de droite à gauche. En décochant une flèche au-dessus des trois grâces, Cupidon perpétue le cycle de l'amour et de la fécondité. Et nous obtenons un cycle de l'amour et de la fertilité pour une lecture de droite vers la gauche du tableau. Vénus ressemble étrangement à la représentation de la Vierge Marie. De fait, elle est vêtue. C'est l'idéal humaniste de la Renaissance italienne qui veut concilier l'Antiquité et le christianisme. Vénus, prête à enfanter le monde, Marie, prête à enfanter le Sauveur du monde. Voici à présent de Paolo Uccello, né en 1397, mort en 1475, la bataille de San Romano. Niccolo da Tolentino commande les troupes florentines. Exécutées en 1450, c'est une tempéra sur bois de 182 sur 320 cm de large. On reprochait à Paolo Uccello la froideur de sa peinture. Ses personnages sont comme pétrifiés. Ses chevaux, sortis tout droit d'un manège de champ de foire, semblent de bois, cependant que ces paysages ont la sécheresse d'une carte de géographie. Fasciné par la géométrie, par l'illusion de la profondeur sur une surface plane, par la théorie des proportions et par la représentation la plus rigoureuse possible de la réalité, Uccello consacrait ses jours et ses nuits à l'étude de la perspective. Il s'y adonnait au point de négliger ses devoirs conjugaux envers madame. Quand celle-ci, le soir, sur sa couche et en nuisette, sollicitait avec véhémence la présence de son mari, celui-ci répondait « Oh, la belle perspective !» Cela n'empêcha pas le couple d'avoir tout de même 2 enfants. Alors les voici, ces chevaux de bois, sortis tout droit d'un manège de champ de foire, qui à force d'exactitude perdent toute forme de ressemblance, sont presque surréels, au point d'ailleurs que le surréaliste André Breton comptait Uccello parmi les précurseurs de son mouvement. Chevaux de manège. Tableau suivant, de Michelangelo, né en 1475 et mort en 1564, Doni Tondo
ou la Sainte Famille, exécutée entre 1506 et 1507, une tempéra et huile sur panneau, dont le diamètre est de 120 cm. On devine la Sainte Famille au premier plan, une séparation derrière le petit enfant, n'est autre que Jean-Baptiste, et tout à l'arrière-plan, des ignudi, des nus. On sait que Michel-Ange aurait découvert le Laocoon de Rome avant de s'atteler à la Sainte Famille. De fait, si l'on observe le bras droit de Marie, de même que le nu à l'arrière-plan qui semble se disputer avec un voisin, on peut légitimement penser que Michelangelo s'est inspiré du fameux marbre antique. À signaler que les ignudi, qui chez Michelangelo symbolisent le monde païen, le monde avant l'avènement du christianisme, eh bien ces ignudi ont profondément influencé un peintre vaudois contemporain, Diego Smanioto, qui s'est lancé dans une œuvre titanesque, aujourd'hui aboutie, réinterpréter le grand peintre dans une œuvre de 100 mètres de long à partir des ignudi visibles au plafond de la chapelle Sixtine de Rome. Ci-contre, un exemple du travail de Diego Smanioto. Raffaello Sanzio, incontournable, sa Vierge au chardonneret. Elle se trouve à la Galerie des Offices, mais j'ai voulu la confronter à deux autres Vierges, à l'Enfant Jésus et à Jean-Baptiste. L'une, la Belle Jardinière, est au musée du Louvre, l'autre, la Madone à la Prairie, est au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Lorsque la Vierge Marie et l'Enfant Jésus sont accompagnés de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce la venue du Messie, c'est celui qui précède le Messie. Eh bien, une note dramatique s'insère alors dans la composition en apparence idyllique. En effet, le Baptiste, c'est, si j'ose dire, l'oiseau de mauvais augure, qui annonce à Jésus un destin de sang et de mort. Son propre destin, d'ailleurs, puisque Jean-Baptiste meurt décapité. Préfiguration de la mort du Christ. Autrement dit, dans toutes ces compositions, il y a une connotation dramatique. La présence de l'oiseau, d'un livre dans lequel est consignée la terrible prophétie, la présence de fleurs couleur de sang, et surtout la croix du calvaire ne doivent pas tromper. Aussi, par amour maternel, Marie, chez Raphaël, semble à chaque fois tenter de protéger son fils, de lui ménager l'insouciance de la jeunesse. Dans le tableau de gauche, Marie a un œil sur le Baptiste. Au centre, elle ne laisse pas Jésus s'emparer du livre fatal. À droite, elle semble retenir le Christ à qui Baptiste veut offrir la croix. Autant de scènes bouleversantes qui magnifient Marie, la mère, la maman, la bienveillante mère attentive à son fils aîné.
On admire la simplicité de la construction en triangle, en diagonale, ou encore en pyramide. Et l'on admire aussi la subtilité du jeu des regards. Jésus qui regarde le Baptiste qui regarde Jésus, Marie qui regarde le Baptiste. Jean-Baptiste regarde le Christ regarde Marie, Marie regarde le Christ. Jean-Baptiste regarde Jésus qui regarde Jean-Baptiste, cependant que Marie observe Jean-Baptiste. Continuons avec une œuvre majeure du Titien, la Vénus d'Urbino, de 1538, une huile sur toile de 119 sur 165 cm. Le Titien, né en 1490 et mort en 1576. Le sujet mythologique n'est que le prétexte ici pour montrer un nu et on s'en serait douté. Toutefois, l'amour que Vénus doit inspirer est bien réel. Au XVIe siècle, en effet, on incitait les couples à orner leur chambre nuptiale d'images hautement inspiratrices, afin qu'au moment de la fécondation, l'enfant à venir soit plus beau. Au XVIe siècle toujours, prédominait l'idée selon laquelle une femme ne peut pas être fertile si elle ne jouit pas. Elle ne peut être fertile qu'au moment de la jouissance. Aussi était-il recommandé de se masturber avant le coït. Le tableau serait ainsi une masturbation. Qui l'eût cru? Est-il besoin de préciser combien ce tableau fut inspirant pour les peintres à venir? Édouard Manet et cet Olympia tombé du ciel dans le lit d'une prostituée attendant un client qui se présente avec un bouquet de fleurs. Théophile Robert, un peintre neuchâtelois. Francis Bacon. Ou encore, en forme de dérision, Olaf Breuning, un artiste suisse. Et je ne résiste pas, pour conclure, à entrer dans les salles dévolues aux peintres étrangers, à dessein de vous raconter une anecdote qui met en scène et en valeur le peintre Van Dyck, dont voici un autoportrait de 1632. Une huile sur toile de 79 sur 62 cm. Les élèves de Pierre-Paul Rubens, ayant appris que leur maître s'attelait à une descente de croix, profitèrent des largesses de son domestique pour pénétrer, en l'absence du peintre, dans son atelier et contempler le tableau en cours. Tous s'empressaient autour du chef-d'œuvre, tant et si bien que l'un d'eux tomba contre la toile et effaça avec sa manche le brin de la Madeleine, le menton et une joue de la Vierge. Horreur! Que faire? Comment avouer le méfait à Rubens? Les élèves se concertèrent et choisirent l'un d'eux avec pour mission de réparer l'outrage. Tout tremblant, celui-ci prit pinceaux et palettes et s'acquitta si merveilleusement de sa terrible mission que Rubens ne s'aperçut pas tout d'abord de cette collaboration clandestine. Puis, après un examen minutieux des parties retouchées, il s'adressa 1000 compliments à lui-même.
Finalement, la supercherie fut dévoilée, et Rubens félicita son élève qu'il prit en affection. Ah oui, j'oubliais, ce jeune élève s'appelait Antoine van Dyck. Voilà, à bientôt. Très belle visite.